Ok. Alors, tu commences? Je commence? Je sais pas, je pense que ça tourne, là, c'est bon, on peut y aller. Comme tu veux. Bah allez, j'y vais, je me Ok, présente. ça marche. Donc, je suis Jennifer Cerdan. Salut. Bon, enchantée. J'ai créé une entreprise... non, j'ai créé un accompagnement pour déployer la nouvelle convention collective de la métallurgie. Et j'ai commencé par un logiciel. Puis ensuite, j'ai fait de l'accompagnement RH d'entreprise. Et là, je fais de la formation. Mais ça, t'es au courant, non? Bah oui, je suis au courant. Bon, on fait des présentations, mais c'est vraiment juste, du coup, pour introduire ce format un petit peu interview. Donc, je m'appelle Cécile, ça aussi, je pense que tu le savais. Donc, je suis cofondatrice de l'Académie RH, un organisme de formation un petit peu nouvelle génération avec des formations e-learning sur le droit du travail et puis tout ce qui touche, eh bien, de manière indirecte, le droit du travail. Et l'idée, en fait, c'est de permettre au maximum de personnes d'intégrer des règles en droit du travail avec ces formats qui sont un petit peu clés en main. Voilà. Ok. Aujourd'hui, on est là pour se poser des questions. Alors, j'ai des questions, tu as des questions de ton côté. Ouais. Je ne sais pas ce que tu as comme questions qui me concernent. Non plus. Et toi, tu ne sais pas quelles sont les questions que j'ai. Alors, je te propose qu'on fasse des petits tirages au sort. Tu choisis la question, je te la pose Ça marche. et puis on part comme ça. Ok. Tu commences? Je crois que tu en as plus que toi. Tu en as plus que moi. Alors, qui est de 1 à 5 ou 6? Question de 1 à 6. La 3. La 3. Alors, Cécile, avoir autant de personnes qui suivent tes aventures de l'Académie RH, est-ce que ça te met la pression? Un peu, oui. J'ai souvent un peu peur d'écrire des grosses bêtises et que tout le monde me voit parce qu'il y a le nombre de followers, mais il y a aussi le nombre de personnes qui peuvent voir mes posts et c'est complètement en décalé par rapport au nombre de personnes qui me suivent. Donc sur un post, il peut y avoir beaucoup de vues. Et je me dis que quand on fait une erreur et qu'elle est diffusée autant avec des personnes qui pensent lire la vérité, rien que la vérité, ça peut être dangereux. Donc je fais très attention à ce que j'écris. Et parfois, j'ai un peu peur. Je me réveille le matin en me disant j'espère que je n'ai pas créé une énorme boulette parce que sinon, ça va se répercuter peut-être dans plein d'entreprises. Des salariés vont avoir des problèmes ou des employeurs vont avoir des problèmes. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui... c'est plus ça, vraiment, ma crainte par rapport au nombre de followers. Sinon, j'en suis ravie d'avoir autant de personnes qui sont là pour apprendre. C'est vraiment top. Mais il y a toujours derrière le petit risque, quand on prend le risque d'écrire, de transmettre la mauvaise information. Et ça, bon, on le voit assez rapidement dans les commentaires quand c'est le cas. Heureusement, je peux toujours rectifier quand c'est dans le texte. Par contre, quand c'est dans l'infographie, c'est fini en fait. Donc là, ça m'est rarement arrivé, mais on est obligé de supprimer le post quand c'est comme ça. Ok. Voilà. À ton tour. Entre 1 et 5 pour toi. 5. 5. C'est quoi une journée type de Jennifer? Alors, déjà, il n'y en a pas vraiment des journées types de Jennifer, puisque ça change un peu au fil de la semaine. Mais je dirais quand même que ce qui revient principalement, c'est réveil avec 2 enfants qui ont entre 3 et 7 ans. Donc du rythme, tous les matins. Ensuite, souvent quand même du moment pour faire du sport. Et puis, je démarre la journée de travail. Donc ça va effectivement, en ce moment, beaucoup de création de contenu en formation. Quelques réponses clients quand même, puisque effectivement, même si on est très concentré dans de la formation, j'ai mon business qui tourne et du coup ma disponibilité pour mes autres clients. Ensuite, je dirais un temps fin d'après-midi pour faire un peu redescendre la pression de la journée. Donc, j'ai diverses activités en termes de loisirs qui m'aident, entre le yoga, la méditation, marcher, voilà. Et puis, ce qu'on appelle le tunnel du soir, n'est-ce pas, que tu connais bien, en étant maman de plusieurs enfants. Donc, récupérer les enfants, le bain, le dîner, les histoires, et puis voilà. Et puis, une fin de journée, en général, en tranquillité, quand on n'en a pas un qui est malade ou qui a envie de rester un peu au chaud avec papa et maman. Après, c'est terminé du coup. Après les enfants, après la deuxième journée, ça va, tu t'y remets pas, toi? Ouais, non. Moi, j'essaye effectivement de préserver ça parce que j'ai besoin d'avoir des temps quand même de tranquillité et de calme. On va le refaire. Aïe! Je vous explique pourquoi. L'idée, peut-être je ne l'ai pas dit, c'est ma faute. C'est quand vous posez une question, Ouais.
c'est qu'après, toi, par exemple, là, elle parle de sa journée type, elle dit t'as combien de clients? Est-ce que c'est plutôt des grands comptes? Est-ce que c'est plutôt des petits comptes? Quand elle te dit j'ai peur de faire mes posts, c'est ah bon, t'as déjà eu des problèmes? Alors voilà, j'ai De voulu faire réagir, de mais réagir. ouais. Toi, moi, Mais pas osé. j'ai pas osé parce que Est-ce que t'as déjà eu des problèmes? T'as déjà pris des trash talks? oui, ok, Est-ce que machin? d'accord. Ok, qu'on essaie Ok. de... Est-ce qu'attends, on reprend à quand on fait alors? de zéro. On reprend tout. Ouais, on fait de zéro. De C'est la pas grave. présentation? Ouais. Ok. Ok. Oui. Maintenant vous êtes à l'aise. Oui, c'est bon. Du coup, on Non, mais essaie là, d'insister il a- un peu ouais. le texte, Ouais, ok. bah là, Bah, je vais alors faire, dans je ce cas, commence à le est-ce faire, qu'on mais- refait les mêmes questions? Bah Genre, oui, Oui. maintenant que je Oui, sais, oui. c'est bon, on peut Ouais. partir là-dessus. d'accord, mais donc Repartez du sur une coup, autre. Repartez pas sur la 3 ou c'est la- ça, voilà. Non, vous repartez sur une autre. Et ouais, Oh. parce que il va plus y avoir Et du coup, l'effet vous du rebondissez sur ce que spontané. la personne dit. Ouais, ok. Ok. Ah bon, 3 Satan, les Ouais. enfants. Ok, Ouais. ok, ça va ok. être intense, mais, Ouais. moi je connais. Ouais, ok. Ah, ok. J'ai 3 enfants. Et Je- on en a j'arrivais 6. plus. Je me suis dit, attends, Je sais, non, elle est pas maman de 6 enfants. Attends. Combien J'ai 3 enfants. Non, mais Il y en en a fait, 6 à la maison, je mais pas vais tout. pas dire quand même 3 parce qu'il y en a 6 à la maison, donc Oui, du oui. coup, Oui, mais non, mais plusieurs, c'est bien. plusieurs, c'est bien. J'ai vu ton regard ici. Oh, Oh, zut, elle doit... Je dois te dire, elle en a plein. Combien C'est ça. Et je trouve que de dire 3 alors qu'il y en a 6, c'est un peu excluant pour les autres. Oui. Du coup, voilà. Bah, on repart. Alors attends, il va nous dire top? Bah non, ça tourne encore, donc je pense qu'on peut... Oui. Oui, on vous entend. Oui, on recommence du début. Ok, super, merci. Je crois que c'est bon, on C'est peut bon. y aller. Ouais, on y Salut va? Jennifer. Merci Salut. d'être là pour cette petite interview surprise, c'est-à-dire on a des questions surprises et on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans chacune de Ouais. notre côté. C'est ça. Peut-être avant de commencer, on peut se présenter. Je te laisse commencer. Ouais. Puis ce qu'on dit pas, c'est qu'on a eu un énorme fou rire avant de commencer. Donc là, voilà, je reprends un peu mes esprits. Donc, j'y vais. Je me présente. Go. Allez, Jennifer Cerdan. J'ai créé une offre d'accompagnement pour déployer la nouvelle convention collective de la métallurgie. Donc, j'ai commencé d'abord avec un logiciel sur la classification pour faciliter le déploiement de la classification. Et puis ensuite, parce que j'ai eu envie de mettre les mains dans le cambouis, j'ai créé une offre d'accompagnement en conseil RH. Mhm. Et en ce moment, mais ça tu le sais par cœur, on fait de la formation donc sur le déploiement de la nouvelle convention collective. En tout cas, pour ce qui me concerne, moi, le déploiement de la nouvelle convention collective de la métallurgie. Mais c'est vrai que sur le catalogue de l'Académie RH, il y a aussi l'accompagnement pour d'autres conventions collectives Absolument. comme HCR et Syntec. Mais voilà, donc moi, c'est vrai que je me suis là spécialisée sur cette convention collective. Je crois que j'ai à peu près tout fait en fait avec avec la la convention connais bien. collective de la métallurgie en termes C'est de bien. services. Il nous Donc faut des voilà. personnes qui connaissent bien la métallurgie, surtout en ce moment. Bon, bah, merci À toi. pour cette présentation. À moi, je m'appelle Cécile de Rouen. Je suis donc avocate de formation. Je suis passée après côté entreprise et j'ai exercé donc le droit du travail de manière concrète, pratique en entreprise. Et bon, là, j'ai vu l'énorme décalage qu'on avait entre ce qu'on apprenait à la fac puis ce qu'on devait faire dans le courant. Et là, depuis quelques mois, j'ai donc lancé un organisme de formation de l'Académie RH où l'idée, c'était de proposer une offre de formation un petit peu nouvelle avec du format e-learning accessible à tous avec les infographies. Je pense que tout le monde connaît du coup effectivement les infographies que je propose sur LinkedIn. L'idée étant de permettre à tout le monde de comprendre ce qu'ils font parce que la pratique finalement du droit du travail, on se rend compte qu'elle n'est pas réalisée par les juristes droit social directement ou par les cabinets d'avocats. Ça va être les personnes qui sont dans l'entreprise, qui ont les mains dans le cambouis, qui vont faire des contrats de travail, qui vont se poser la question entre chaque succession de contrats s'il faut faire ou pas un délai de carence, un nouveau contrat. Donc c'est vrai que c'est des concepts qui sont difficiles à comprendre et qu'il faut savoir quand même expliquer à des personnes qui vont être amenées à appliquer le droit du travail. Donc l'organisme de formation, c'est l'Académie RH que tu as rejoint donc il n'y a pas longtemps pour proposer prochainement la formation sur la métallurgie. L'idée, nous, c'était de proposer une formation générale en droit du travail et de compléter notre catalogue donc, de formation en e-learning avec d'autres formats clés en main
qu'on ne retrouve pas facilement. Donc spécifiquement, la métallurgie, elle a changé il n'y a pas longtemps. Et tout le monde s'est retrouvé à se dire qu'est-ce qu'il y a dans cette convention collective ? Comment on va faire demain pour l'appliquer à notre entreprise ? Parce que c'est très difficile, on ne va pas se cacher, de lire les dispositions conventionnelles, même si je trouve que pour la méta, elles sont quand même assez claires sur pas mal de choses. On a cette chance-là, mais c'est vrai qu'on se rend compte et on le voit, qu'on a énormément de questions de personnes en entreprise sur des choses très concrètes ou voire moins concrètes. Et donc, c'est intéressant effectivement de proposer ce genre de formation. Donc, on a quelques questions, je crois, à se poser, à part les présentations. Exactement. Question surprise. Donc, moi, j'ai ma liste de questions. Toi, tu as la tienne. Moi aussi. Numérotée pour moi de 1 à 5. Tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Qui commence ? Allez, vas-y. Je commence. Question numéro... Je vais prendre la question 2. Alors. La question 2. Go. Alors, Cécile, est-ce que tu imaginais un jour ouvrir une entreprise dans ce domaine ? Comment ça s'est fait ? Comment ça s'est fait ? Alors, est-ce que j'imaginais un jour ouvrir une entreprise ? Oui, je l'espérais au fond de moi, faire quelque chose. Je ne savais pas quoi, mais je voulais monter une entreprise et un jour devenir entrepreneur. Dans ce domaine, pas forcément. Pendant longtemps... Alors que tu faisais déjà du droit social depuis longtemps. Je faisais du droit social. Et à mon 3e enfant, en fait, pendant mon congé, je me souviens, je faisais beaucoup de marche à pied. Je marchais tous les jours pour reprendre un petit peu la forme. Et puis, je me disais, mais qu'est-ce que je pourrais faire d'autre ? Qu'est-ce que je pourrais faire ? Qu'est-ce que je pourrais faire pour... en side project, un truc vraiment pour m'occuper, pour proposer un truc un peu nouveau, pas faire quelque chose qui existe déjà. Je voulais pas monter un cabinet d'avocat, ça m'intéressait pas, ça, par exemple. Et je cherchais, et en fait... Je sais pas, assez naturellement, on en est venu à ce projet-là. C'est Thomas qui m'a mis dessus, clairement. Thomas, c'est son associé. Ouais, mon associé, mais on est aussi en couple dans la vie perso. Et en fait, il m'a dit, mais lance-toi, fais du droit du travail, puisque c'est ce que tu fais. Lance-toi sur LinkedIn. Alors que moi, j'y étais jamais. Je me moquais un peu de lui d'ailleurs, même parce qu'il allait tout le temps sur LinkedIn. Moi, je suis là, il n'y a rien, moi j'ai personne, j'ai pas d'amis dessus, donc je vais jamais dessus, je ne vois pas l'intérêt. Genre la fille qui fait des millions de vues aujourd'hui, quoi. Voilà, avant septembre, je n'avais pas de compte sur LinkedIn et du coup, je me suis lancée. Mais je n'avais pas imaginé que j'allais pouvoir monter une entreprise dans ce domaine-là. Non, pour revenir à la question initiale, c'était vraiment... ça s'est fait comme ça, en fait. Vraiment comme les histoires qu'on entend d'autres entrepreneurs, que j'écoute beaucoup. J'aime bien écouter les podcasts sur les histoires des autres. Et où ils se disent comment est venue l'idée. Elle est venue comme ça, en fait. Et ça s'est fait. Bon, ça a pris. Le compte a pris assez rapidement. Moi, je ne me rendais pas compte parce que je n'étais pas sur LinkedIn. Et c'est Thomas qui me dit, mais si, il se passe quelque chose là, il y a les gens qui s'intéressent, il y a un besoin, il y a quelque chose à faire. Et puis après, l'idée de l'organisme de formation, ça, j'avais déjà très envie de faire de la formation au départ, donc c'est venu naturellement sur ce domaine-là, mais c'est vrai que c'était pas ce qui était du tout prévu au moment où on a lancé le truc en septembre. Et puis après, les mois sont passés et on s'est dit, bon, il y a vraiment un besoin de se former sur le droit du travail. Et avec Thomas, on a fondé du coup l'Académie Arrache pour proposer une offre de formation, comme je disais, un peu nouvelle, un peu 2.0, en format e-learning, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de se déplacer. On le fait quand on veut, on peut le faire dans le métro, le RER, on peut le faire le week-end si ça ne nous arrange pas parce qu'on n'a pas la dispo la semaine. Et c'est vrai que ça a plu, ça a marché, ça a pris, et c'est pour ça qu'on va plus loin aujourd'hui et qu'on propose justement qu'on est allé chercher d'autres personnes pour proposer d'autres sujets, et notamment le CCN. Super. Mais pas du tout. Voilà, il y a 1 an, je pensais pas que j'allais avoir une entreprise dans le droit social. Non, pas du tout. Parce que je me voyais pas en cabinet, et pour moi, c'est vrai qu'il y avait que le cabinet ou rien, en fait. Et oui. Alors que non, en fait, il y a plein d'autres moyens d'exercer le droit. Mais c'est difficile de trouver, quand on cherche une idée, en fait, à vouloir chercher une idée, on trouve pas forcément ce qu'on a envie de faire, et c'est peut-être en faisant des choses que après l'idée vient, en fait, c'est en pratiquant. Et c'est ce qui s'est passé, c'est vraiment ce qui s'est passé, complètement. Ok. Bon, question, ok, à mon tour. À toi de choisir une question entre 1 et 5. La 4. La 4. Est-ce que tu vois le monde des RH évoluer dans les prochaines années, et quelles sont les tendances à venir selon toi ?
Alors oui, le monde des RH qui évolue, ça c'est certain. On en a parlé pour le droit social et on voit effectivement qu'on a tout un tas de changements en termes d'information, de formation, de contenu, de manière de se documenter. Donc effectivement, ça vient aussi dans le monde des RH, c'est certain. On parle beaucoup de l'IA aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on voit effectivement comment déjà pour nous, à titre personnel, les gains que l'IA peut représenter. Toi, tu l'utilises déjà ? Dans nos quotidiens, oui. Moi, je l'utilise beaucoup tous les jours. Tu fais quoi avec, par exemple ? En fait, j'ai mis pas mal de ce que je savais ou de ce que j'avais comme contenu existant. Ouais. Et en fait, j'ai créé, grâce à des logiciels qu'on utilise, les plus communs, ChatGPT, etc. Je me suis créé en fait ma version en injectant donc de la donnée, plus des contenus que j'avais créés. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, pour écrire un email ou pour réécrire du contenu ou pour avancer dans de la réflexion, le fait d'avoir injecté ça en fait dans mon interface, ça me permet de me remémorer en fait grâce à la machine des choses que j'ai faites ou des choses qui existent. Donc je vois bien à ma petite échelle finalement comment moi ça m'aide dans mon quotidien d'utiliser de l'IA. Ce que j'observe aussi dans les lectures que j'ai pu faire, c'est qu'on a certains métiers qui vont évoluer. Par exemple, dans la métallurgie, c'est des données qui existent dans des projets comme l'industrie du futur. On sait que l'emploi de technicien de maintenance, donc il y a un métier très focus, c'est vrai, sur les connaissances au pied des machines, dans l'industrie. On voit que ce sont des métiers qui vont sans doute évoluer vers des connaissances de data scientist. Donc, ces métiers-là, ils vont devoir embarquer effectivement tout un tas d'outils, de logiciels et de connaissances donc de ces outils et de ces logiciels, et donc d'embarquer effectivement des outils comme de l'IA en fait dans leur quotidien. Et donc, c'est la raison pour laquelle ces métiers techniciens de maintenance d'aujourd'hui qui vont évoluer vers plus de connaissances de data scientist, il va falloir aussi les accompagner à pouvoir appréhender finalement ces nouveaux outils et ces nouvelles façons de faire et ces nouvelles fonctionnalités. Donc ça a un impact énorme. On peut pas effectivement se dire que on peut pas le nier, on peut pas être continuer d'être réfractaire si on l'est. Je pense qu'il y a vraiment un embarquement, il y a un accompagnement au changement à faire, et il faut et ça passe effectivement par intégrer cette technologie d'un point de vue individuel et de voir ce que ça peut apporter en fait dans son quotidien pour se rendre compte effectivement de la puissance de la technologie. Moi, je l'utilise vraiment. J'avais trouvé cette métaphore et je trouve elle reflète bien ce que c'est. En fait, finalement, l'IA, c'est un peu comme en tout cas, dans ce quotidien de RH que j'ai, comme si j'étais chef de cuisine et que l'IA était mon commis. Donc, je l'utilise comme un assistant. Voilà, vraiment comme si j'étais une chef cuisinière et que j'avais besoin d'un commis, ou si j'étais une grande patronne et que j'avais besoin d'un assistant. Donc, je le prends comme un assistant, et effectivement, ce qu'il me propose, parce que je l'ai aussi formé quelque part, je l'ai monté en compétences. J'observe qu'effectivement, ça apporte beaucoup dans nos quotidiens. Ah c'est bien. Moi, je suis juriste, alors je suis toujours un peu sur la réserve, parce que j'ai déjà fait quelques recherches pour voir comment ça fonctionnait. Et c'est vrai qu'on se dit, il n'est pas encore prêt pour prendre nos emplois, mais c'est peut-être aussi lié au fait que la donnée que nous, on utilise, elle n'est pas librement disponible sur Internet. C'est ça. Simplement, en fait. Exactement. Parce qu'il aurait la bonne donnée. Mais c'est à nous, en fait. C'est à nous de lui donner pour que derrière, il la traite correctement. Voilà. Mais là, aujourd'hui, c'est vrai qu'en l'état, d'un point de vue droit du travail, surtout, ne passez pas par ChatGPT pour appliquer des procédures françaises. Ça ne marche pas. Ça sort des procédures canadiennes ou d'autres pays qui n'ont rien à voir avec ce qu'on applique
dans le côté travail. Mais totalement. Mais c'est faut pour ça le savoir. que je te dis, en fait, je Ouais. pense qu'on a tous un rôle à jouer Ouais. dans la montée en puissance de cet outil. Ouais. Et donc, moi, en fait, si tu veux, je l'ai pris comme ça, en me disant, j'ai peut-être ma part dans le système. Et donc, j'ai apporté ma donnée, j'ai apporté, tu vois, mes connaissances, etc. Et de l'utiliser comme ça, finalement, en fait, il m'a répondu ce que j'avais intégré. Et c'est comme ça que, finalement, j'ai trouvé un intérêt à le solliciter. Bon, on peut tous trouver, je pense, un intérêt à solliciter l'IA. Il faut juste Ouais. savoir comment et lui donner la bonne donnée. Ouais. Tout à fait. Ça part d'une bonne base. Alors, attends, parce qu'on a des Ok. questions à se poser. Ok, on continue. Alors, c'est à toi de choisir un numéro, là, non ? Attends, toi, tu as fait la numéro 4. Ça, c'est bon. C'est à moi de choisir. J'avais pris... je vais prendre la 5. C'est quoi tes futurs projets ? C'est quoi mes futurs projets ? Alors, mes futurs projets, il y en a déjà beaucoup qui sont en cours, qui ne sont pas encore sortis, donc que j'estime comme étant des futurs projets. Déjà, vraiment aller plus loin dans le catalogue de l'Académie RH, parce que pour le moment, on est sur quelques formations, mais on aimerait avoir un catalogue énorme qui balaie pas mal de sujets, droit du travail et ressources humaines. Donc ça, c'est le premier projet, finaliser finalement l'offre qu'on veut déployer sur ce sujet. Et puis après, les autres projets, laisse-moi réfléchir, si on va beaucoup plus loin, on se disait pourquoi pas plus tard ouvrir vraiment une école. Alors ça, c'est vraiment bien plus loin. Et puis avant ça, peut-être... Mais alors attends, une école, donc du coup sur des formations RH en droit en social. lien avec ce qu'on met au catalogue, quoi, pour ouvrir vraiment une formation RH où on rendrait vraiment les ressources humaines un peu plus pratico-pratiques. Okay. Là, j'ai des personnes parfois qui m'écrivent pour me dire c'est super ce que tu fais, je suis en train de suivre une formation pour devenir RH et j'ai rien compris, mais grâce à tes contenus, j'ai compris. Et là, je me dis ah oui, quand même, il y a un petit sujet parce que on est en train de suivre une formation RH et c'est pas suffisant apparemment pour pouvoir comprendre ce qu'on est en train d'apprendre. Donc il y a un problème. Donc peut-être qu'il y a une nouvelle approche à avoir pour apprendre aux personnes à appliquer les règles, parce que moi je suis très contente qu'on me dise ça, mais je me dis quand même c'est des personnes qui vont pratiquer derrière. Et si jamais de base avec les formations qu'on peut déployer, c'est pas suffisant et qu'il faut aller plus loin, peut-être qu'on peut proposer quelque chose pour compléter ou pour proposer un parcours initial, pourquoi pas. C'est ça. Parce que, en fait, on voit qu'effectivement, ce que tu proposes, c'est du contenu juridique, plutôt. Alors, pas que, d'ailleurs, il me semble, parce que par exemple, sur le module sur la parentalité, c'est moins juridique, pour le coup. On va commencer à s'ouvrir un petit peu aussi à d'autres aspects où c'est de l'accompagnement vraiment en entreprise, pas forcément du juridique. Il y a le juridique, mais après, il y a la manière de l'appliquer, la manière de s'adresser aux salariés, de mettre en œuvre des projets RH qui sont vraiment, pour moi, en tant que juriste, quelque chose d'autre, un niveau supérieur, parce qu'il y a le droit, et puis après, il y a la manière de l'appliquer. C'est ça. Exactement. Et puis, il y a aussi la vraie vie des entreprises, où, pour avoir été, moi, RH pendant une dizaine d'années dans l'industrie, alors, effectivement, les cours de droit, ça m'a été très utile, et puis ma manière de raisonner en tant que juriste, ça m'a été très utile. Et d'ailleurs, je me salue d'avoir choisi des études juridiques. Non, on va couper ça évidemment. Mais toujours est-il que effectivement, quand tu es dans un quotidien. Et que tu es confronté à des situations difficiles, parce que c'est souvent le cas quand tu es RH de terrain, tu es souvent malheureusement confronté à des situations difficiles dans des contextes qui peuvent être exigeants, où par exemple tu as du travail continu, tu as du travail de nuit, ou tu es dans des industries où il faut avoir des protections, etc. Il y a, tu sais, le quotidien qui défile, et puis tu es face à des situations parfois où là tu sens bien que l'application de la règle de droit, c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Du cadre légal, quoi. Voilà, exactement. Et donc, en fait, tu vois, je pense que c'est peut-être ça aussi qu'il va falloir peut-être développer dans le cadre des formations, si c'est en tout cas l'objectif de pouvoir proposer en fait des outils, une boîte à outils à des RH. C'est évidemment d'avoir tout le volet juridico-social, les règles juridiques, etc. Mais aussi peut-être d'avoir autre chose, une autre dimension
pour pouvoir se dire bon bah voilà, là j'ai 2-3 outils où j'ai effectivement une possibilité d'avoir à disposition un mindset ou voilà peut-être un guide sur je sais pas moi la qualité de vie au travail, sur la parentalité, sur c'est exactement ça. et voilà, et de savoir ça. Ça me met un outil parmi d'autres dans ma boîte à outils à côté des outils donc juridiques. En fait, on veut que tout le monde puisse se dire tiens, je cherche un truc en lien avec le droit du travail, je peux aller chercher là, je sais que je vais trouver ma réponse et je sais que ça va pas être une réponse que je peux pas exploiter parce que je comprends pas ce qu'il y a derrière. Et ça, c'est le plus dur, de passer de la règle à la traduction à de la mise en œuvre pratico-pratique en entreprise. Donc voilà pour le projet sur l'Académie RH. Et sinon, à plus court terme, voilà, peut-être faire un peu plus de présentiel. Moi, j'aime bien le présentiel. Alors, c'était bien de se tourner en vidéo, c'est pratique pour tout le monde d'avoir les vidéos à domicile, de pouvoir les suivre quand ils les veulent. Mais après, l'interaction qu'il peut y avoir avec les personnes, c'est quand même sympa, que ce soit pour le formateur ou pour les apprenants. Et c'est vrai que moi, le présentiel, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Donc, si je pouvais en faire un peu plus, je pense que j'en ferais un peu plus. Ok. Voilà. Donc voilà pour les futurs projets que j'ai, en tout cas en lien avec l'Académie RH Direct. Ok. À toi. Allez, je vais te dire la 3. La 3. Est-ce que c'est dur d'être une femme entrepreneur ? Alors, moi, c'est marrant, mais je me pose jamais la question de cette manière-là. C'est-à-dire que j'ai jamais le prisme de la condition féminine comme étant un axe de réflexion. C'est-à-dire que je me dis jamais c'est parce que je suis une femme ou voilà, ou est-ce que c'est difficile parce que je suis une femme. Ouais. Tu vois. Il se trouve quand même que dans mon environnement, à part toi, j'ai quand même une majorité d'hommes entrepreneurs. Donc sur le logiciel, ça a été flagrant. En fait, j'ai été accompagnée que par des hommes. Oui, parce que tu as monté un logiciel en partant de zéro, que tu as imaginé et que tu as voulu mettre en musique, mais n'ayant pas les compétences, j'imagine, informatiques, il t'a fallu avoir un peu d'aide extérieure. Et là, c'est là que tu te rends compte qu'effectivement, tu étais... Alors, dans ce domaine-là, c'était criant. Donc, effectivement, j'ai eu une idée de déployer ce logiciel pour faciliter le déploiement de la classification. Et donc, j'avais des idées claires dans ma tête, les étapes, comment ça allait se passer, l'étape 1, l'étape 2, etc. Et puis, au moment de la mise en musique, donc, il a fallu que je me tourne vers quelqu'un qui avait la compétence pour coder, ce que moi, je n'avais pas. Puisque, effectivement, j'ai, donc, comme je te le disais, un passif de juriste en droit social et puis de RH, quoi. Donc, j'ai pas appris à coder à la fac de droit. Dommage. Et donc, à ce moment-là, effectivement, je me suis tournée vers ce monde-là, du digital, et peuplé d'hommes. J'ai pas croisé... Alors, si, la seule femme de l'histoire, c'est la maman de l'école que j'ai abordée, en fait, un jour... en allant chercher mon fils à l'école et qui effectivement je connaissais pas de développeur et il se trouve que je parle avec elle parce qu'elle voulait des recommandations pour une nounou et puis je lui dis oui parce qu'elle reprenait le travail. Ah bon, tu fais quoi comme job? Je suis développeur en informatique, donc en fait de là j'ai pris la balle au bond, j'ai saisi l'occasion et donc je lui ai demandé effectivement de me rencarder sur des noms de dev, et c'est comme ça que l'aventure de Metal Class a démarré. Et ensuite, effectivement, au fur et à mesure de ma progression, le comptable, l'expert comptable, c'est un homme. Les principaux contacts que j'avais dans des cabinets de conseil en ressources humaines, c'était avec des hommes. Mes clients, c'était des DRH hommes. Donc voilà, donc ça a été effectivement, je ne peux pas nier le fait que j'ai été effectivement face à des hommes. Et il y a un point aussi, c'est que je suis assez consciente du fait que dans mon évolution, les choses que j'ai faites là depuis 1 an, 2 ans,
il a fallu que je me surpasse en fait pour le faire, parce que je sentais bien que dans mon état de nature, dans ma condition, j'avais pas été encouragée, valorisée, pleine de confiance. Oui, parce que tu baignais pas dans un milieu finalement avec d'autres entrepreneurs peut-être. Alors c'est ça, et puis surtout j'avais pas, eu, si tu veux, cette même ce même gage de confiance que on peut avoir naturellement quand on est un garçon et quand on se lance dans le milieu des affaires, ou quand voilà. Donc pour moi, j'avais un syndrome de l'imposteur, j'avais un manque de confiance, et donc voilà, à force de faire, et ça je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que il y a rien de parfait tout de suite. Ou alors si c'est parfait, c'est qu'en fait c'est hors jeu ou hors de temps. Donc il faut faire. Et c'est déjà une première étape, voilà. Parce qu'il y a ceux qui font et ceux qui font pas. Donc exactement. Si on fait pas, oui, ce sera parfait. C'est ça. Et ce que tu disais, en fait, c'est on a commencé, et puis d'une idée, on a eu l'idée de la formation ou de l'académie. Donc tu vois bien que c'est en commençant. J'ai une amie qui dit toujours une première pierre à casser, quoi. Donc c'est en commençant que tu vois si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, tu réajustes, tu modèles, et puis voilà. Donc c'est comme ça que effectivement j'ai commencé avec le logiciel, et puis qu'ensuite, chemin faisant, j'ai continué par de l'accompagnement en conseil RH, et qu'aujourd'hui on travaille sur de la formation ensemble. Oui, finalement. Faut se laisser un peu porter, quoi, pour voir ce que ça donne aussi. Ouais, et puis se dire qu'il n'y a pas vraiment d'échec en soi. Non, c'est juste, tu sais, des boucles de réajustement, de rattrapage, etc. Et qu'il y a vraiment rien de personnel ou rien de... c'est des boucles de création, et puis de... Voilà, il ne se passe rien de grave derrière. Non, si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant pis. Exactement. C'est autre chose. Ouais, c'est ça. Ça, je suis d'accord. Je suis comme ça aussi. Ok. Alors, là, il me semble qu'il faut que je te pose une question. Quel numéro? Et restait quoi déjà de dispo? Je crois que tu n'as pas fait la 1, tu n'as pas fait la... Allez, la 1. 3. La 1 Pourquoi est-ce que tu aimes les RH? Pourquoi est-ce que j'aime les RH? Je crois que... Alors, c'est le droit du travail qui m'a plu en premier, puisque c'est le droit du travail que j'ai choisi à la fac comme spécialisation assez tôt, en M1, M2. Et pourquoi? Parce que c'est un droit qui parle à tout le monde, en fait. Moi, quand j'étais petite, j'entendais déjà parler de licenciement économique dans ma famille. Et du coup, je disais, mais c'est quoi un licenciement éco? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Et puis après, j'ai commencé à travailler pendant mes études. Je n'étais pas forcément intéressée par le droit social à ce stade, mais étant étudiante en CDD ou en CDI, alors j'ai été hôtesse dans un spa. Donc je servais le champagne, le foie gras de personnes qui venaient. Je travaillais le week-end et le soir dans la semaine. Et je m'occupe aussi du linge. Voilà, des petits métiers où tu te dis, mais je signe un contrat, je deviens salarié comme n'importe qui. C'était pas un contrat étudiant, c'était un CDI classique. Et je me pose les mêmes questions qu'une personne en contrat classique, où tu te dis, mais tiens, c'est quoi cette clause? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et là... pourquoi ça se passe comme ça et pas moi? Quelle différence? J'étais salariée à temps partiel. Après, j'ai occupé d'autres emplois. Hein. J'ai fait aussi hôtesse d'accueil, pareil, dans un hôtel. Et serveuse. Et tu te poses toutes les questions en lien avec les HCR. Là, je suis tombée direct dans tel café-restaurant. J'ai fait... Ah tiens, c'est marrant, j'ai un temps d'habillage, déshabillage, il y a des plannings, il faut que je les signe tous les jours. Ah, c'est pénible, pourquoi ils me demandent ça? Il y a un CE, à l'époque c'était un CE, mais qui a le droit au CE? Pourquoi moi j'ai pas le droit? Toutes ces questions qu'on se pose quand on est salarié, et donc c'est très vite parlant. Et quand on fait des cours de droit, on raccroche tout de suite les wagons entre ce qu'on vient de voir et puis ce que nous, on est en train de vivre en tant que salarié. Et pour soi ou pour d'autres personnes.
Puis on se rend compte même en échangeant avec des amis, avec la famille, que tout le monde s'intéresse au droit du travail. C'est sûr. Tout le monde T'as a des toujours la sujets, petite et question toi, tu es de toujours ton content oncle, d'aider. ta tante, Voilà. là, oui, oui, tu fais du droit social et au fait, ah, mais non. Ou après, t'as le cousin qui te pose une question sur Exactement. le droit des assurances, mais en fait, c'est pas ta spécialité. Et voilà, quand tu es dedans et que tu te dis, en fait, j'aime bien quand on me pose des questions et que je sais pas, parce que je me creuse la tête. Ah oui. Je me suis rendu compte que j'aimais ça, quoi. J'aime ça. Résoudre des problèmes. Voilà, il n'y a pas plus d'explications. C'est agréable de pouvoir se dire, je peux trouver une réponse et résoudre un problème d'une personne en fouillant un peu et en ayant les bons réflexes pour trouver la réponse au bon endroit. Et c'est resté. Alors d'abord, voilà, je pratiquais en cabinet d'avocat. Après, je suis allée en entreprise. Et en entreprise, ce que j'ai adoré faire, c'est former des gens. Former des gens avec des personnes qui n'étaient pas comme moi, qui n'avaient pas un bac plus 5, voire plus, parce que quand on fait avocat, c'est pas bac plus 5, c'est beaucoup plus. Et oui. Qui n'ont pas fait bac plus 5 en droit du travail et qui te regardent avec des grands yeux quand tu leur expliques des mécanismes complexes, parce que toi, tu te comprends. Et eux, ils sont en face, là. Non, je comprends pas. Et puis au bout d'un moment, si tu parles tout seul, il peut rien se passer et tu vois pas le problème. Et puis en fait, quand tu poses des questions et que tu parles, tu te dis mais ah oui, je crois que les personnes en face de moi n'ont rien compris à ce que j'ai raconté. Parce que c'est pas forcément concret. C'est pas accessible. Et en fait, ce qui me plaisait, c'est de me dire ok, je vais me remettre à leur place comme si je découvrais le sujet et je vais l'expliquer de manière plus claire, de manière plus simple, sans trop simplifier, parce que l'idée c'est pas non plus de pas avoir la bonne règle en tête, mais peut-être en donnant plus d'exemples, en prenant des cas pratiques. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que la formation, c'est ce que j'adorais faire, parce que tu vois tout de suite, quand tu as des personnes en face qui ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de faire, ils font des CDD tout le temps, je prends l'exemple du CDD parce que c'est vraiment le cas concret. Tu es en établissement, tu te dis, tiens, j'ai fait plein de CDD, j'ai fait plein de remplacements, je suis obligée d'en faire tout le temps parce que j'ai plein de remplacements. Je ne sais pas ce que c'est un délai de carence. Je ne sais pas ce que c'est une succession, un renouvellement de CDD. Ah oui, bon, on va prendre 2 secondes, on va reposer les bases. Et c'est vrai que ça, c'est hyper intéressant en entreprise d'avoir ce contact-là avec, les personnes qui vont appliquer et donc former. Donc voilà, et je continue là-dedans parce que ça me plaît encore aujourd'hui. Ça fait longtemps maintenant que j'en fais. Ça fait plus de 15 ans, je pense, que je fais du droit. Donc... Et j'aime encore ça parce qu'il y a tous les jours, j'apprends des choses nouvelles. Alors parce que ça bouge tout le temps aussi. Ça, faut dire et donc intellectuellement, c'est assez stimulant de se dire, tiens, là, il y a une réforme qui arrive. Comment on va combiner ça avec ce qui existe déjà, avec le passé, avec les conventions collectives, avec les accords d'entreprise. C'est hyper stimulant intellectuellement. Et puis, on ne sait jamais tout. Il y a encore plein de choses à explorer et il y a plein de choses à faire, et notamment traduire déjà la base. C'est déjà un gros sujet. Mais il y a encore... voilà, et on ne s'arrête jamais d'apprendre en droit du travail, et c'est ça qui me plaît. Et c'est pour ça que je continue encore aujourd'hui, à être passionnée par ce que je fais, parce qu'il y a encore plein de choses à expliquer et ça aide. Et ça aide. T'as vraiment le sentiment d'aider, en fait. Ouais, tu parlais de formation, c'est peut-être ce qui te manquerait aujourd'hui, c'est de faire du présentiel. Comment tu verrais le présentiel ? Sur de la formation ou sur du conseil ? Sur de la formation. Je crois que le cabinet d'avocat, c'est toujours pas ce qui m'intéresse de faire, mais la formation générale, déjà, il y a beaucoup à faire avant même de faire du conseil individualisé. Parce que le conseil, il faut prendre en compte les accords, les spécificités au sein d'une entreprise, c'est complexe, et c'est vraiment du monopole des cabinets d'avocats, et c'est un autre domaine pour moi, c'est vraiment une autre expertise que j'aime et que je ne veux pas forcément développer. Moi, ce qui me plaît, c'est vraiment plutôt d'aider à traduire des concepts juridiques, des procédures qui peuvent être procédures internes, mais voilà, c'est plutôt ça, mais pas forcément aller sur du conseil. Et je trouve que tu vois, dans ce que tu dis, moi j'y vois quelque chose de plus noble, parce que tu donnes les clés aux personnes, tu vois, de comprendre, et ça les responsabilise dans leur job du quotidien. Ouais. Et c'est une grande force de soi-même pouvoir faire, parce qu'on a compris. Et donc d'être responsable directement. Et d'être moins stressé en plus. Exactement. Par des situations qui sont stressantes parce qu'on ne comprend pas.
Moi, je sais que j'ai été dans ce cas-là. Des fois, on parle... On vient te voir, on te pose des questions sur la durée du travail. Et là, tu fais « What ?» Alors, Je ne suis plus là. Voilà, personne n'est à l'aise avec la durée du travail. Non. C'est compliqué. On ne va pas se mentir. C'est pas pour rien qu'il y a des pavés comme ça, juste sur la durée du travail, à lire quand on est juriste. Mais ce qui est plaisant, c'est de mettre les nez dedans, d'essayer de tout à comprendre fait. et d'essayer d'en sortir quelque chose pour le rendre un peu plus accessible sur certaines parties. Complètement. Et au fil de l'eau, on commence à se spécialiser. Alors moi, j'aime bien le droit individuel, donc tout ce qui est congé payé, durée du travail, parce que plus on en fait, plus on se rend compte qu'on emmagasine pas mal d'informations et puis on est plus à même, effectivement, d'expliquer ce qu'on est en train de faire à d'autres. Mais après, c'est les spécificités du droit, quoi. C'est vraiment... Ouais, non, c'est sûr. Mais c'est vrai que par rapport à la durée du travail, ce dont tu parlais, on a vu que dans la convention collective de la métallurgie, justement, il y avait une simplification sur les dispositifs en durée du travail, puisqu'il y en a sur un chapitre assez important, le dispositif du décompte pluri-hebdomadaire qui a été posé. Et je trouve que ça a été une manière, effectivement, une bonne manière de pouvoir regrouper plusieurs concepts, tu sais, comme la modulation du temps de travail, comme les cycles, comme ce qu'on appelait avant, enfin ce qu'on appelle toujours les RTT, et d'avoir simplifié ça sous un ou plusieurs articles, en tout cas sous une thématique qui s'appelle le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail. Je pense que ça participe à simplifier justement ces concepts-là pour se dire voilà, il y a le catalogue, c'est ça, quoi. C'est exactement. J'ai ça et je peux utiliser ça et j'ai je vais pas ces chercher outils-là autre chose. et là-dedans donc je crée en fait l'organisation de temps de travail qui convient pour mon entreprise, mais tout est ramassé dans un dispositif et tu vois c'était aussi la responsabilité qu'ils avaient les négociateurs de pouvoir effectivement rendre accessible, simplifié, lisible donc ce qui existait avant, qui était un millefeuille de texte, donc sur un texte unique. Mais à l'intérieur de ce texte unique, il y a aussi, tu vois, la possibilité d'avoir des blocs comme ça, simples. Et donc, voilà, je pense qu'on a tous à gagner à pouvoir, d'une part, avoir des dispositifs plus simples, plus clairs, et d'avoir des gens comme toi ou comme moi, enfin, en tout cas, dans les travaux qu'on est en train de faire en ce moment, de pouvoir simplifier, expliquer de manière... aussi un peu simple et non pompeuse, quoi, parce que en fait je sais pas, mais j'ai adoré avoir ces profs de droit à la fac où tu vois, pouvoir encore lire des auteurs comme ça dans les revues juridiques ou voire même des auteurs aussi en ressources humaines, tu vois, mais il y a toujours effectivement ce côté un peu genre c'est compliqué, quoi, et du coup c'est compliqué, c'est inaccessible. Et effectivement, c'est accessible aux juristes, mais voilà, pas aux autres, mais pas aux professionnels des RH qui doivent en fait appliquer chaque jour des règles et par qui centaines. Doivent vraiment choisir. C'est ça. Et donc je pense direct. qu'on a aussi nous cette responsabilité dans la traduction de faire des choses qui soient simples, accessibles, non pompeuses, pour intégrer au maximum possible, quoi. Et puis surtout, enfin. Parfois, on voit qu'on fait beaucoup d'efforts pour faire comprendre un truc très compliqué sur un sujet très complexe. Et au final, sur des choses simples, on voit qu'on pourrait éviter énormément de contentieux. Que ce soit pour le salarié, c'est dans l'intérêt de tout le monde, en fait, d'éviter un contentieux. Pour le salarié, ça évite d'avoir à saisir parce qu'il n'a pas eu un contrat de travail écrit. Ah, oups, je ne savais pas, moi, qu'il fallait le faire. Côté employeur, ça fait des frais d'avocat, ça fait des frais de procédure. C'est long, c'est lourd pour tout le monde. Personne n'a envie de contentieux. Alors que... si on se formait un peu dès le départ, on s'éviterait tous ces sujets et on aurait le temps de travailler sur des projets vraiment RH et pas sur des questions de tiens, comment on va faire pour attraper la situation, parce que là on s'est loupé sur un truc qui est totalement basique, mais on s'est loupé dessus par manque d'infos et de lisibilité, de clarté. Totalement. Après, ça n'empêche pas la nuance, parce qu'évidemment, on est quand même dans un monde complexe, donc tout ça, voilà... a de la nuance, mais voilà, je pense que quand même on a de quoi élaguer, tu vois, en complexité dans notre domaine et dans les concepts qu'on manie au quotidien. Ouais, complètement. Je sais même plus de quelle question on était parti. Je sais pas, mais bon, c'est pas grave. Du coup, c'était à... Ah oui, non, c'est à moi de choisir. Oui, c'est ça, voilà. Il te reste la 1, allez, je vais dire la 1. Ok. Tu es
solopreneur et pourtant tu es très bien identifié sur ton segment de la métallurgie. Comment tu l'expliques ? Alors, comment je l'explique ? Alors déjà, parce que il se trouve que je connais, alors dire que je connais bien, ce serait un peu fort, mais en tout cas, il faut dire que j'ai toujours exercé dans ce domaine de la métallurgie en tant que RH. Donc d'abord en tant que juriste, ensuite en tant que responsable relations sociales, et puis après en tant que RH dans des usines. Et voilà, j'ai fait plusieurs postes et donc j'ai baigné dans ces environnements industriels, dans ces environnements où effectivement il y avait toujours la convention collective de la métallurgie qui était pas loin. La convention collective. Ouais, enfin, parce qu'il y avait aussi des territoriales. Donc je me suis vraiment, j'ai été imprégnée, je suis un bébé de la métallurgie, quoi. J'étais imprégnée de cet environnement-là. Et donc, en fait, quand j'en parle aujourd'hui, je pense que je dis beaucoup de vérité. Oui. Et donc, c'est pour ça que les gens à qui j'en parle trouvent que ça sonne vrai, quoi. Parce que, voilà. Donc, j'ai ce passif-là. Et puis ensuite, effectivement, j'ai commencé à diffuser un peu ce que je savais. Non pas que je sache tout d'ailleurs, mais en tout cas ce que je sais, j'essaye de le dire et de le partager. Ouais. Non, mais parce que en fait, comme ça, c'est un petit côté, tu sais, quand tu commences à diffuser des informations sur les réseaux sociaux, de faire genre la fille qui sait tout. Mais alors, loin de là l'idée, en fait, juste j'ai commencer à capter des trucs et du coup là l'idée c'est que je puisse les partager et donc voilà, en les partageant je pense que ça fait écho parce que quand on dit des choses qu'on sait de manière normale, humblement et que ça a causé à certains, quoi. Donc je pense que c'est peut-être comme ça maintenant que les gens m'ont repéré, tu vois, mais voilà, après de manière totalement humble. Mais après, c'est vrai que moi, c'est les environnements industriels, ça m'a toujours plu. Parce que pour avoir été donc RH en usine, c'est des environnements qui sont exigeants, qui sont parfois difficiles. Dans des contextes qu'on a connus. Tu vois, il y a encore moins d'une dizaine d'années en France où il y a eu des PSE, où il y a eu des difficultés. C'est vrai que c'est moins le cas aujourd'hui parce qu'on est sur des croissances qui sont effectivement pas celles qu'on a connues il y a de ça 10 ans à peu près. Et donc, effectivement, pour avoir eu à mener des PSE, enfin donc des plans de sauvegarde de l'emploi, c'est vrai que quand on est dans ces milieux-là, en plus, c'est exigeant. Mais en même temps, c'est vrai que c'est toujours pareil. Enfin, je sais pas si toi, tu as eu des expériences comme ça. Tu sais, quand tu es vraiment dans le dur, que c'est difficile, y a quand même, tu crées des relations de confiance, tu crées des relations... on t'identifie comme... celle à qui on va poser les questions parce qu'elle connaît bien et qu'elle a vu pas mal de choses. Quoi. Ouais, c'est ça. Et puis tu apprends aussi beaucoup, en fait. Et donc, je pense qu'on peut dire même que j'aime, quoi. Enfin, que j'ai aimé mon métier de RH dans l'industrie et que je pense que peut-être je le referai un jour parce que vraiment, ça m'aurait retourné. Disons que... En fait, je pense à un moment donné, pas continuer de dire que je suis ou que j'ai été RH dans l'industrie sans pouvoir y repasser. Enfin, en tout cas, pour moi, il y a aussi, tu vois, cette notion-là de remettre un pied ou d'être au cœur de ce qui se fait aujourd'hui. Tu vois, on parlait tout à l'heure de l'IA et de la transformation de certains métiers. Je pense que c'est essentiel de pouvoir effectivement être aux côtés, assister. Donc, je ne sais pas si demain j'y retournerai, mais en tout cas, voilà, je pense qu'il y a un lien quand on dit qu'on aime des endroits ou qu'on vient d'eux et qu'on continue de cultiver ça, de ce moment de pouvoir y retourner peut-être ou de travailler sur des projets, en tout cas, qui sont qui soient en lien avec ces milieux-là. Ok, très clair. C'est à toi. À moi, oui. Alors, c'est à moi. Je pense que tu n'as pas fait la 4, 3. La 3. Go pour la 3. Ouais, la 3. Alors, si tu devais passer un message aux personnes qui hésitent à se lancer, ce serait quoi ? Il n'y a pas beaucoup de risques qu'on prend quand on se lance et qu'il ne se passe rien derrière. Ouais, on en parlait d'ailleurs. Du coup,
mon meilleur conseil, c'est de ne pas essayer de trop penser à ce qui va arriver, c'est juste de faire et puis de voir après ce qui se passe, tout simplement. Moi, franchement, les premiers posts que j'ai rédigés sur LinkedIn, je suis partie de 0 abonnés, hein, vraiment. Donc j'ai créé un compte avec une adresse, un tout nouveau compte. 0 abonnés, on me faisait des suggestions de gens que je ne connaissais pas. Et les premiers posts que j'ai faits, j'avais 2 likes. Et c'est pas grave, je continue, je persévère. Qu'est-ce qui se passe? De toute manière, personne l'a vu, donc c'est pas très grave. Quel risque je prends à continuer à essayer de lancer un truc? Se ridiculiser de quoi? C'est peut-être ça le plus grand risque. On a peur de se ridiculiser. On a peur de ça. Mais de qui en fait? Personne ne verra. Claire. Ou même s'ils voient, il y a toujours moyen de se rattraper. Il se passera rien en fait. Oui. C'est pas très grave. Donc oui, j'ai eu 3 likes, j'ai continué et malgré ça, je suis contente d'avoir continué, d'avoir persisté parce que c'est grâce à ça que derrière il y a des posts qui ont marché, qui ont pris et là c'était bon quoi. Enfin, il en suffit d'un après pour que ça marche. Il suffit d'une opportunité, il suffit d'une bonne rencontre, mais pour qu'elle se crée, il faut aller la chercher. Il faut et elle va pas venir à toi si tu fais rien. Donc oui, faut arrêter de réfléchir. Je pense qu'il faut arrêter de se poser trop de questions. Et puis, faut tenter, voir ce que ça donne. Et comme tu le disais, rectifier si ça ne va pas, ou arrêter, faire autre chose. Mais il faut essayer. Tous ceux qui ont réussi, c'est ceux qui ont essayé. Non, mais complètement. Mais tu sais, je pense qu'on est aussi ce petit côté échec, ce petit côté... Syndrome de l'imposteur. Syndrome de l'imposteur. Oui, j'ai eu aussi. Qui ça va intéresser de voir des publications sur ça. Bon, si ça en intéresse 10, c'est pas grave, ce sera déjà bien en fait. Donc pas trop viser, peut-être trop. En fait, ça sert à rien de viser trop. Il y a des personnes, quand on ouvre un petit commerce, on cherche pas à être le magasin de référence pour toute la France. On cherche à se faire connaître d'abord dans son quartier. Et puis, si on peut, on cherche à se faire connaître ailleurs, et idéalement dans toute la France. Mais on part pas avec l'idée, effectivement, d'avoir un rayonnement qui soit si important. Moi, c'était pas du tout ça que j'envisageais au départ. Qu'est-ce que tu te disais au quotidien? Parce que, tu sais, c'est après coup, là, on peut se dire, ouais, d'accord, mais moi, j'ai toujours ce petit truc dans mon quotidien où il y a des moments où c'est vraiment dur, parce que tu te prends des claques. Parce que, comme tu dis, tu t'es pris 3 likes ou tu t'es pris un commentaire, tu vois. Si t'as pris que pas 3 sympa, likes, il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont vu, ouais, ça veut dire. Voilà, mais non, mais enfin, du coup, en fait, le truc, c'est comment qu'est-ce que tu t'es dit au fond de toi des fois, quand t'as commencé? J'ai envie de lâcher. Franchement, ça sert à rien. Je me suis dit ça. Après, il faut avoir quelqu'un qui te booste en fait à côté aussi. C'est ça, peut-être ça aussi le secret. Quand t'es tout seul, c'est plus dur. Quand t'es à 2 et qu'on te dit c'est pas grave, continue, c'est pas grave, c'est bien ce que tu fais, continue, c'est bien, c'est bien. Bah ouais. Thomas tous les jours, à chaque fois me disait, je lui montrais, je fais c'est rien passé. C'est pas grave, continue. Et j'ai continué. Et donc. Sinon, j'aurais lâché au bout d'une semaine, parce qu'il se passait rien. C'est ça. Mais tu vois, en fait, ce qui est important aussi, c'est ça, c'est que, en fait, ça va être forcément compliqué. Il y a des moments où ça va forcément être dur. Et je crois que ce qui est important, c'est de pouvoir se dire, bon, bah, ok, j'ai quand même une vision de quelque chose, j'ai un objectif. Et l'idée, c'est de pouvoir, chaque jour, malgré les difficultés, se dire, bon, bah, allez, je suis dans un processus, tu vois, je suis pas, le résultat n'est pas là. Clairement pas. Parce que moi, c'est pareil, ça a tellement été difficile. Des grandes entreprises, tu vois, qui m'ont lâché au dernier moment alors que je pensais pouvoir signer avec elles au début avec le logiciel. J'ai eu des incidents sur le logiciel mais catastrophiques où j'avais perdu des données, il fallait les retrouver. Et puis moi, évidemment, n'étant pas spécialiste de ce domaine, pour moi, c'était des montagnes d'angoisse. Et en fait, se dire, bon, ok, alors ça, il y a ces difficultés-là, mais tu sais, tu as un petit truc à l'intérieur de toi qui dit, allez, continue. Et surtout, je sais pas si c'est des choses que vous faites avec Thomas, c'est vraiment de fêter chacune des victoires, mais comme si c'était le grand bal du roi, quoi. Moi, j'aime bien fêter. C'est-à-dire, voilà. Alors, moi, je fais pas vraiment toujours des grandes fêtes et des dîners, mais c'est avec soi-même se dire, mais waouh, j'ai réussi à faire ça. Un cap. Tu vois. Et se dire, en fait, et pas justement balayer ça d'un revers de manche en disant, j'ai encore ça à faire, parce que sinon,
juste l'ascension est pourrie Faut du trouver début plus jusqu'à la l'équilibre fin. entre, Quoi. avoir Tu vois des objectifs atteignables et puis, Ouais, c'est ça. se féliciter step by step. Et puis pas lâcher au premier mauvais commentaire. Bon, j'ai eu des mauvais commentaires au début. Hein. Non, mais c'est clair, tu dois en J'étais avoir à pas l'appel très même. identifiée. J'ai fait un post un jour sur le licenciement. J'ai fait oula, je vais pas toucher encore au disciplinaire. C'est un peu trop tôt parce que j'apparais un peu comme celle qui veut faciliter le truc alors que j'essayais juste d'aider les personnes qui sont obligées de le faire. Et voilà, faut que ça coule, que ça passe sur toi ce genre d'incident pour continuer et trouver la motivation pour poursuivre, parce que derrière, si ça marche, t'auras passé le plus dur et finalement tu regrettes pas du tout. Et il y a qu'un seul moyen de le faire, c'est arrêter de se poser des questions. D'ailleurs, je crois qu'il est temps, là, il est 15h13, donc du coup, on arrête de poser des questions. Ouais. Non, il y a peu de retour micro. Pas de on les a perdus, ils sont endormis, peut-être, c'était trop chiant. Comment ? Ok, merci. Bon, bah ça va, c'était cool. Ouais, c'était bien, tu crois ? Ouais. Ouais. Je sais pas quel cas tu vas faire, mais... Ah oui. Ah oui. Vas-y. Ils disent 3, 2, 1 ou pas ? Non, non, je crois qu'il faut y aller, ouais. Quand on veut. Merci pour cet échange. Je crois qu'on est arrivé au bout de nos questions. Ouais. Merci à toi, Jennifer, d'avoir répondu en toute transparence sur toutes ces questions. Et puis, à bientôt donc, sur le catalogue de l'Académie pour nos prochaines aventures. Ouais, merci Cécile, c'était cool d'avoir ce moment. Ailleurs que sur nos posts LinkedIn respectifs ou notre fil WhatsApp où on se pose 36 questions de droit par jour. Donc c'était cool de partager ce moment avec toi et je suis ravie de pouvoir vous aider sur la convention collective de la métallurgie. On est content de t'avoir aussi. Merci. À bientôt. À bientôt. C'est bon ? J'ai toujours l'impression, quand je sors de ce genre de truc, que j'ai dit de la merde en bas. Oh oui, moi aussi. A à Z.